Bonsoir à tous et à toutes et merci Madame la Présidente, chers collègues. Je viens de passer un très bon moment avec vous. D'abord, vous m'avez permis de manger pour ma santé. Donc, je vous donnerai le menu. Et donc, ce soir, nous allons parler des problèmes de la nutrition et de la santé, qui sont des problèmes évidemment majeurs, puisque nous mangeons tous 3 fois par jour. Mais comment mangeons-nous? Comment mangeons-nous? Pourquoi y a-t-il autant de malades? Pourquoi les centres anticancéreux sont pleins à craquer? C'est quand même assez étonnant de se rendre compte que le grand public est extrêmement motivé sur ces aspects. Regardez le nombre que vous êtes, il fait un froid de canard. À Montpellier, il n'y aurait pas un chat. Il fait trop froid. Et ce soir, je rentre sur Montpellier, comme vous l'avez dit, à cause de la SNCF. Demain, le fourrier. Voilà. Donc, il faut se débrouiller, mais on y arrivera. On leur fera un bras d'honneur, on arrivera à Montpellier à 3 h du matin en pleine forme. C'est pas grave. Alors, le problème de la nutrition est un problème majeur qui m'intéresse depuis fort longtemps, depuis le siècle dernier. Et je suis toujours chirurgien en activité parce que mes collègues me disent, tant que tu ne trembles pas, il y a trop de boulot, il faut que tu continues. Je continue parce que c'est un métier passionnant, mais en même temps, c'est vrai que je cherche beaucoup à faire savoir comment il faut s'alimenter. Parce que le problème de l'alimentation aujourd'hui, c'est certainement la science qui a le plus évolué depuis 25 ans pour démontrer ce qu'Hippocrate disait 500 ans avant notre ère, que ton aliment soit ton médicament. Vous entendez? Que ton aliment soit ton médicament. Alors je ne vais pas vous dire ce soir de mettre tous vos médicaments, toutes vos pharmacies à la poubelle, parce que ça pourrait être dangereux, c'est pas ça que je veux dire. Mais je vais essayer de vous faire comprendre les relations tout à fait précises, très connues, entre l'alimentation et les maladies de civilisation. Ces maladies de civilisation, la première, c'est le diabète de type 2. Le type 1, ça c'est le diabète pour lequel on a beaucoup de difficultés à traiter, puisque c'est un diabète quasiment d'origine génétique ou qu'on voit très tôt dans la vie. Par contre, le diabète de type 2, il coûte 10 milliards d'euros par an. Vous entendez? 10 milliards d'euros par an, et on pourrait l'éviter. Parce qu'on ne mange pas, on bouffe. On bouffe comme à la télé. On bouffe devant la télé. On écoute tout ce que dit la télé. La première chose qu'il vous faut retenir, la première chose, tout ce que vous dit la télé, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. C'est clair. Donc le diabète, 10 milliards d'euros par an. Un mot que je ne vais plus utiliser, mais qu'on utilise dans la société, qui n'est pas un bon mot parce qu'il est culpabilisateur, c'est le mot obésité. Moi, je préfère dire surpoids. Il y a trop de surpoids. On est dans une société de malnutrition vers le haut. Après la guerre ou pendant les guerres, c'était de la malnutrition vers le bas, la dénutrition. Et alors, quand vous êtes dans un centre anticancéreux comme moi, que vous êtes en consultation, moi j'ai commencé, vous voyez, au siècle dernier, en 1970, et quand j'étais en consultation, je rentrais dans la salle de consultation, je n'avais pas besoin de demander, après avoir salué les personnes, qui est malade, ça crevait les yeux. On voyait un homme ou une femme avec un teint blafard, un teint cancéreux, avec véritablement un état de cachexie ou de dénutrition. Et on se disait, celui-là, il va falloir le remonter avant de pouvoir lui faire accepter les traitements, la chirurgie, les rayons, la chimiothérapie. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Et c'est ce qui m'a interpellé à peu près dans les années 85, après avoir fait beaucoup de travaux sur la nutrition artificielle. Eh bien, ce qui m'a interpellé, c'est que je voyais des gens qui arrivaient en pleine forme physique extérieure et qui avaient pourtant des pathologies graves. Et ces pathologies graves étaient souvent des cancers, mais il y a maintenant plus que des cancers, il y a des maladies dites de l'immunité, du système immunitaire. Vous savez, on parle de l'immunité pour protéger un président de la République ou un député ou un sénateur, ça là ne m'intéresse pas, ça lui permet de faire n'importe quoi. Mais nous avons une immunité, et cette immunité, elle est là pour nous protéger. Et chaque fois, c'est des familles très nombreuses qui ont un rôle particulier, c'est de me protéger, c'est de nous protéger les uns les autres. Seulement, si vous voulez que ça marche bien, il faut bien nourrir. C'est exactement comme si dans votre voiture, qui marche à l'essence, vous mettez du diesel, vous ferez 100 mètres. Mais nous, si nous mettons une mauvaise alimentation dans notre corps, on fait plus que 100 mètres. Mais au lieu de vivre un siècle 20, on vit 50 ans.
On vit 40 ans. Alors vous savez, en cancérologie, aujourd'hui, on parle d'années de vie perdue. Qu'est-ce que c'est qu'une année de vie perdue? C'est si je meurs à 50 ans, j'ai 50 années de vie perdue. Parce que je devrais arriver à 100. Alors, c'est pas 100, aujourd'hui c'est 82, 83. Mais les gens d'aujourd'hui qui sont en bonne santé, moi je vous le dis, je vise 120. La tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Mais donc, ça veut dire que je ne veux pas avoir un Alzheimer, je ne veux pas avoir un Parkinson. Donc je vous expliquerai comment l'avoir. Parce que ça va vous intéresser. Parce que si vous savez comment l'avoir, vous saurez même comment pas l'avoir. Alors imaginez que j'étais en consultation il n'y a pas très longtemps, et puis j'avais un homme et une femme que je rentre dans la salle de consultation, donc j'ai la parité, c'est très à la mode, un homme et une femme, bon, et je demande qui est malade. Et le monsieur me dit, ben voilà, docteur, ma femme et moi, nous sommes un petit peu originaux, excusez-nous, mais ni ma femme ni moi, nous sommes malades. Qu'est-ce que vous venez faire? Il y a un peuple fou qui attend derrière. Oui, mais docteur, excusez-nous, mais vraiment, on va faire vite, hein, mais ma femme et moi, on aimerait avoir un cancer. Ah bon? Vous le voulez où, madame? Et vous, monsieur, vous le voulez où? Et pourquoi vous voulez avoir un cancer? Qu'est-ce que c'est que cette obsession? Ben parce que, docteur, on nous a dit que vous connaissiez bien la nutrition. On sait que la nutrition, c'est en relation avec, effectivement, le risque de cancer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un cancer sur 2 est lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Vous entendez? 1 sur 2. Sur 100 malades, il y en a 50 qui sont malades, atteints de cancer, à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Nous allons entrer dans le détail. Alors, si vous nous expliquez bien, ben, on saura bien comment pas avoir. Alors, mais monsieur, vous savez comment c'est fait le corps? Ben oui, avant de partir, je suis allé sur Internet. Ben oui. Donc, il a regardé comment était foutu le corps de sa femme, le sien. Il a vu que sa femme, il le savait, elle avait des seins, un utérus, des ovaires, etc. Que lui, il avait une prostate, des testicules. Il n'était pas tout à fait pareil, mais que le tube digestif était le même. Le même. Donc, j'ai dit, monsieur, vous êtes reçu en première année de médecine, c'est bon. Alors, vous voulez qu'on voit les cancers dans quel sens? Il me dit dans le sens du circuit. Bon, d'accord. Donc, de haut en bas. Alors, si vous voulez avoir un cancer de la zone otorhinolaryngologique, je vais vous aider. Pas un problème. Il faut consommer certaines choses. Or, quand nous consommons des choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous consommons par voie orale, nous alimentons et nous respirons aussi. Si vous respirez au niveau du tuyau d'échappement de la voiture, vous étonnez pas que vos poumons, qui normalement sont roses comme les fesses d'un bébé, deviennent tachés comme des taches que vous avez noires sur un chien qu'on appelle dalmatien. Vous voyez? Et quand nous opérons un malade ou une malade atteinte de cancer du poumon, ben nous avons des taches noires sur le poumon qui devraient être uniformément rosées. Voilà. Et aujourd'hui, un petit message pour les dames. Puisque vous êtes en train de nous rattraper au niveau des cancers du poumon, vous fumez, très bien. Vous voulez faire comme nous, très bien. Mais vous allez payer la facture. Parce qu'en plus, vous dites, je ne fume pas beaucoup, mon mari fume un paquet, moi j'en fume que 10. Oui, mais madame, quand vous en fumez 10, c'est comme si moi j'en fume 20. Pourquoi? Parce que votre capacité respiratoire, c'est comme ça, elle est la moitié de celle des hommes. Les équipes de football, vous avez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ce n'est pas pour des problèmes de sexe, c'est pour des problèmes de capacité physique et respiratoire. Donc quand vous fumez 10, c'est comme si moi j'en fume 20. Et aujourd'hui, toutes les femmes que nous voyons arriver avec un cancer du poumon, et croyez-moi, on en voit de plus en plus, écoutez-moi bien, elles sont inopérables. Ça me rend fou. Elles sont inopérables. Parce qu'elles ont commencé à fumer à 15 ans et qu'elles arrivent à 35, 15, 35, ça fait déjà 20 ans. Vous voyez ? Ça passe vite le temps. Et qu'en plus, elles prennent des produits qui sont immunosuppresseurs parce que les laboratoires ne vous le disent pas et qu'elles bouffent la pilule comme un bonbon. Or, la pilule, on le verra, n'est pas un bonbon. Ce sont des hormones dangereuses. Et pour lesquels d'ailleurs la communauté scientifique sait mais ne dit pas la vérité, c'est que ce sont des produits authentiquement cancérigènes à partir d'un certain temps de consommation.
Alors vous voulez avoir un cancer au niveau de la zone otorhinolaryngologique, c'est-à-dire au niveau de la langue, au niveau du palais, au niveau des joues, de là où vous voudrez. On va vous aider. Vous allez prendre des alcools forts. Je vous donne les marques. Vous les trouverez au supermarché. Whisky, Pernod Ricard, gin et vodka. Et à Noël, ça va arriver, vous allez voir des pubs sur la vodka. Ils font la caisse. D'accord? Et les jeunes boivent, consomment ces choses-là. Que vous consommiez une vodka, je dirais, par mois ou un whisky par mois, ça en fait quoi? Ça en fait 12 par an. C'est bon. Mais pas un par semaine et pas un par jour. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous allez brûler par l'alcool fort les papilles de la langue. Et je vous rappelle au passage que les papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Vous entendez? Tous les 10 jours. Nous sommes le 11. Eh bien, le 21, vous aurez refait les papilles de la langue. Non pas que la veille, ces papilles tombent toutes et sont remplacées, mais en permanence, une finit sa vie et l'autre recommence, la vie. Et nous avons des papilles, 5 types de papilles au niveau de la langue, en forme de calice, en forme de champignon, en forme de feuilles, C'est génial! C'est génial, parce que nous avons là ici un palais des saveurs. Mais ce palais des saveurs, nous ne le savons pas parce qu'on ne nous le dit pas. Vous avez des glandes salivaires, vous en avez 6 majeures, 2 parotides, une de chaque côté, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. Et vous avez 400, entendez, 400 à 700 glandes salivaires microscopiques dans les joues. Quoi ça sert les joues? D'accord, à souffler pour la trompette, mais aussi parce que vous avez là un palais pour vous régaler. Le Créateur, il n'est pas idiot. Il nous a donné la partie haute de notre tube digestif pour que nous nous régalions. Mais nous mangeons comme les chiens. 5 coups de dents et on avale. Désolé, il faut minimum 20 à 25 coups de dents pour mastiquer, car les dents ne sont pas faites que pour le sourire, elles sont faites pour mastiquer les aliments. Il y a des incisives, il y a des canines, il y a des prémolaires, des molaires. Vous croyez que c'est pour des prunes, ça? Que c'est pour la photo? Alors quand vous allez au McDo, on vous donne du pain de mie, surtout fatiguez pas vos ratounes. Et puis vous avez la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous allez vous en souvenir. Il faut faire disparaître les McDo de notre pays. Pour ça, il ne faut pas y aller. Une fois dans la vie avec les gosses, quand ils sont ados et qu'ils vous emmerdent, parce que ça veut dire qu'ils vont bien. Et donc, à ce moment-là, vous leur dites, écoute mon fils, quand j'y suis allé avec mes fils, ils m'ont dit, mais papa, tu nous amènes au McDo. Mais j'ai dit, mais fils, je vous aime tellement que j'irai prendre une mousse avec vous et je mangerai les frites avec les pieds. Une fois dans la vie, ça suffit. Donc, otorhinolaryngologique, nous le savons. Et nous savons comment traiter des aiguilles radioactives dans la langue. C'est terrifiant. C'est la radiothérapie, la chimiothérapie. Vous avez la lésion qui est ici, on vous fait tomber tous les cheveux. Et le malade dit, mais docteur, mon cancer il est là et vous me faites tomber tout ce que j'ai sur le cuir chevelu. D'où ça vient tout ça? Je ne comprends pas, il faut l'expliquer. Et les globules blancs, on les lui fait chuter, alors qu'il en faut 7 à 8 000 par les millimètres cubes, il tombe à 700. Alors il faut arrêter parce qu'on risque d'attraper la grippe, les virus, les germes, etc. Il faut vacciner, sous-vacciner, revacciner. Ça n'en finit plus. Bon, d'accord. Alors, le monsieur et la dame, ils ont compris, ils veulent maintenant un cancer plus bas sur l'ésophage. Ben, c'est pas compliqué. Je vais vous aider, une pharmacienne, vous entendez, une pharmacienne qui vient à 52 ans avec cancer de l'ésophage. Nom d'une pipe, elle est dans le milieu de la santé, mais que sait-elle? Rien. Rien. C'est pas sa faute. C'est la faute des médias. Parce que les médias nous racontent des salades du matin au soir, alors qu'on pourrait faire passer des messages tellement intelligents par ce moyen fabuleux qu'est la télévision. Mais c'est tellement stupide que nous l'avons foutu dehors à la maison. Voilà. Alors que ça pourrait être génial. Alors le cancer de l'ésophage, c'est pas compliqué. Madame, vous fumez? Ah ben non. Parce que c'est vrai que si vous fumez, ça ira plus vite avec l'alcool fort. Hein. Mais prenez plutôt du papier maïs. Vous me suivez? Papier maïs, et puis vous les cramez vraiment à fond. Vous voyez? Jusqu'à la dernière limite. Voilà. Et puis vous faites sortir ça par le nez, par la bouche, par les oreilles, tout ça. Alors les gens vous disent, mais moi, je n'avale pas la fumée. Mais vous la gardez dans la bouche, c'est pareil. Aucun problème. Vous dites que vous n'avalez pas, vous l'inhalez. Ça veut dire que ça descend dans les bronches, dans les bronchioles. C'est une aberration. Alors vous avez vu qu'il monte un peu le prix, mais pas trop. Il ne monte pas trop, pourquoi? Parce qu'il y a les taxes. Parce que ça intéresse l'État que vous continuez à fumer.
Ça l'intéresse. Et puis ça l'intéresse aussi parce que ça fait plus de morts. Comme ça, il n'y a pas de retraite à payer. Ça, vous ne l'avez pas compris. Mais moi, je l'ai pigé, ça. Comprenez? Et moi, je le dis. Seulement, quand c'est trop tard, ce n'est pas la peine de le dire parce qu'on culpabilise. Mais vous, vous êtes tous en bonne santé. Et l'objectif, c'est qu'à Albertville, tout le monde aille bien. Alors, pour l'ésophage, comment vous allez faire? Eh bien, il faut le cramer. Et pour cramer votre ésophage, eh bien, vous allez prendre des boissons bouillantes, le thé bouillant, le café bouillant, le chocolat bouillant. Alors oui, cette pharmacienne, elle avait repéré qu'effectivement, depuis toujours, elle aimait les boissons très chaudes, et qu'elle ne percevait plus la chaleur. Elle brûlait non seulement les papilles de la langue, mais en même temps, elle brûlait son ésophage. Et je vous rappelle que l'ésophage, ce n'est pas un tuyau avec un trou au milieu, puis ça descend. Non, ce sont deux parois l'une contre l'autre. Donc ça veut dire que quand nous avons les choses dans la bouche, il faut les rendre pseudo-liquides, presque liquides. Ça veut dire qu'il faut mastiquer longuement les aliments. Faites-le 20 fois. Madame, regardez la pomme d'Adam de monsieur, combien de fois qu'elle bouge. Voilà. Et comme ça, vous allez savoir combien de fois il mastique et vous allez l'empêcher d'avaler. Au bout de 20 fois, vous allez réfléchir quel goût a cet aliment. Vous donnez 5 coups de dents de plus et vous allez avoir un peu plus de salive qui arrive. Combien fabriquez-vous de salive? Alors les gens, ils vous disent, oh, petite bouteille. Mais pas du tout. Pratiquement 3 bouteilles comme ça, si vous mastiquez. Et si vous ne mastiquez pas, eh bien vous allez fabriquer 200, 300, 500. Alors, ça ballonne. Ça ballonne par le haut, ça ballonne par le bas. À la piscine, vous flottez, tranquille. Voilà. Personne ne se noie. Oui. Et vous ne mastiquez pas. Alors, les animaux font comme ça. Mais nous, nous avons une chance inouïe. C'est que nous avons une salive qui contient des enzymes du goût et des enzymes de la digestion. Enzymes du goût et de la digestion. Et au passage, je vais vous donner le premier signe de l'Alzheimer. Alors vous allez dire, j'ai perdu mes clés. Il y en a à 20 ans, ils commencent déjà. Ils ne savent pas où sont leurs clés, où sont leurs têtes. C'est pas ça l'Alzheimer. Et le premier signe du Parkinson, c'est la tremblote, ou bien c'est la démarche rigide. Pas du tout. C'est la perte du goût et de l'odorat. Quand vous commencez à perdre le goût et quand vous commencez à perdre l'odorat, attention. Ça veut dire qu'il faut stimuler le goût, il faut stimuler son odorat. Et stimuler son odorat, c'est faire une bonne cuisine, c'est avoir des plats qui sentent véritablement le produit que vous avez préparé. C'est prendre une pomme bio, parce que celle-là, elle sent la pomme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la mastiquer longuement pour faire venir la salive et mélanger tout ça et se régaler dans son palais des saveurs. Vous savez qu'en Angleterre, il y a une reine avec un palais. Vous avez mangé dans ce pays déjà? Ça vous est arrivé? Non, mais c'est effrayant. C'est pour ça qu'ils viennent en Périgord. C'est tout. Parce qu'ils ont compris que chez nous, en France, nous avions tout ce qu'il fallait, que nous avons dans toutes les régions françaises des choses absolument fabuleuses, des fromages, de la viande, des fruits, des légumes. On a tout ce qu'il faut. C'est absolument... On ne devrait pas être malade. On ne devrait pas être malade. Alors, vous avez compris l'ésophage? Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un morceau qui arrive, qui n'a pas été mastiqué, il se bloque dans l'ésophage, alors on dit c'est la faute au voisin, au mari, à je ne sais qui, on trouve toujours un bouc émissaire, on boit un coup, puis ça passe. Puis un beau jour, le morceau, il ne passe pas. Alors, on descend un tube. Et alors le gastro, qui est un tubologue, met un tube par le haut, tube par le bas, maintenant il se régale, ils se rejoignent. Les tubes, voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tube permet de voir, il vous dit, vous avez une fraise dans l'ésophage. La fraise, ce n'est pas une fraise, c'est un cancer. Chimio, rayon, opération, intervention, taux de guérison 20%, 25% maximum. Il y a 30 ans, c'est fait 20 à 25% de guérison sur 100 personnes, 20 à 25. Les autres, on ne les guérit pas, trop tard, alors qu'on pourrait tellement éviter. Arrivons à l'estomac. Ah, pour l'estomac, alors là c'est très facile. Hein. C'est très facile d'avoir un petit cancer à l'estomac. D'abord, il faut vous stresser, vous vous angoissez. Comme on est en pleine crise, il y a tout ce qu'il faut. Hein, on va en Afrique, on a des soldats, tout ça, enfin, vous voyez comme moi, la crise, on vous pompe les impôts, même si vous n'avez pas d'euros, on vous en pompe, enfin, c'est quelque chose d'inouï. Bon, donc le stress. Alors le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir votre estomac qui se met à sécréter. Il sécrète davantage. Et en plus, on mange à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, on mange comme dit la télé. On vous dit 3 produits laitiers par jour. 3. Et si vous ne prenez pas ça, vous allez finir en poussière, tout de suite. De toute façon, c'est sûr. On finira en poussière. Mais pas avant 120. Or, qui sont et quelles sont les personnes qui ont le plus d'ostéoporose dans le monde? Ce sont les femmes de Suède qui boivent du lait toute la journée. Elles en prennent par les trous de nez, par les oreilles, en suppositoire, on leur en fait prendre de toutes les façons.
Et nous, on veut faire pareil avec nous. Vous voyez? Alors ce qui se passe, c'est que comme vous irritez votre estomac par le stress et par une alimentation qui est trop carnée, c'est-à-dire une alimentation qui est trop animale et pas suffisamment végétale, eh bien arrive non pas un hélicoptère dans votre estomac, mais ce qu'on appelle l'hélicobacter pylori. Bactérie, hélico, forme d'hélicoptère au microscope, et pylori proche du pylore, c'est-à-dire proche de la sortie d'estomac. Or ce qui se passe, c'est que votre estomac, quand vous êtes stressé, il se ferme. Il se remplit parce que vous mangez, mais quand il est fermé, ça a tendance à remonter. Alors ça remonte vers l'ésophage, ça vous brûle l'ésophage. Et le liquide de l'estomac qui est à pH 4 très acide, il va vous brûler votre ésophage inférieur et un beau jour, ça donne un cancer du tiers inférieur de l'ésophage. Taux de guérison 20%. Catastrophe. Donc les gens ne sont pas assez zen, ne sont pas assez cool. Et à partir du moment où vous prenez des aliments que vous ne mastiquez pas, vous abîmez votre estomac. C'est tout simple, vous abîmez votre estomac. Ce matin, j'allais sur Radio France Internationale, j'étais interviewé sur un sujet de santé, et quand je sors du métro, je ne trouvais pas la rue, je tombe sur une dame et elle y allait elle aussi. Bon. Et du coup, dans les 300 mètres que nous avons fait à pied tous les deux, j'ai appris qu'elle avait un hélicobacter pylori, qu'elle mangeait pas bien, je lui ai expliqué les choses. Le gastro lui avait rien dit, il avait dit « mangez comme vous voulez, madame ». J'ai dit « mais madame, le gastro, il ne connaît pas la nutrition, il connaît le tube. Il vous connaît par le tube. Et le reste, il s'en fout parce qu'il gagne trop de pognon avec son tube. » Voilà. Alors, vous, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à comprendre. Mais je me doutais, parce que j'ai dit à mon médecin, mais docteur, mais vous me dites de manger n'importe comment, ce qui me fait plaisir, mais si ça arrive dans l'estomac et que ça me brûle, c'est qu'il y a un problème avec mon alimentation. Et il lui avait sorti que le stress. Il avait raison sur le stress, mais pas totalement. Il faut qu'elle change ses habitudes alimentaires. Et du coup, j'avais de la propolis sur moi. Hein, j'ai ouvert ma petite boîte et j'ai offert de la propolis. Pourquoi j'ai de la propolis sur moi? Parce qu'après des grosses conférences comme ça, ben je vais l'avoir un petit peu, vous l'entendez, ma voix un petit peu irritée, mon larynx un petit peu irrité. Bon, ben je prendrai ça, 10 minutes après, c'est guéri. Grâce à qui? Aux abeilles. Et la propolis, c'est quoi? La propolis, c'est ce que les abeilles vont chercher sur les bourgeons des plantes ou sur les écorces des arbres en train de pleurer, avec la petite résine, elles prennent ça avec les patounes, elles le mâchouillent et ensuite elles vont mastiquer, c'est le cas de le dire, après avoir mastiqué elles-mêmes, elles vont mettre du mastic dans l'intérieur de la ruche. Et si une abeille, une petite souris fait l'andouille en venant dans la ruche, elle se fait piquer par la reine n'en meurt pas. Mais alors comment on va faire? Qui c'est qui va la sortir? Ça va pourrir? Pas du tout. Les abeilles sont malines. Elles vont l'enrober de propolis comme on faisait avec les pharaons. C'est pour ça qu'on les retrouve intactes. Si vous voulez retrouver votre arrière-grand-mère dans X siècle, faites-vous enrober par la propolis. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et en même temps, cette propolis, elle a un effet anti-inflammatoire, anti-infection, antiviral, anesthésique. Vous allez chez le dentiste. Le dentiste, il vous enlève une dent. Il vous fait mal. Bien. Après, vous avez la gueule de bois, comme on dit. Bon, eh bien, à la place des antibiotiques et de la cortisone prescrits par le dentiste, moi, simplement, je dis propolis. Un peu de gomme de propolis, vous mastiquez ça, ça a un effet anesthésique, antibiotique, anti-infectif. Ça coûte que dalle. Et Madame Touraine, qui devrait comprendre ça, puisqu'elle cherche du pognon partout, elle ne comprend pas. Parce qu'il faut lui parler du chinois pour qu'elle comprenne. Alors, le cancer de l'estomac, vous savez, quand j'étais jeune chirurgien, on en opérait au centre anticancéreux de Montpellier. Comme dans tous les centres anticancéreux français, il y en a un par région, 22 régions, 22 centres anticancéreux. On opérait un malade par jour atteint de cancer de l'estomac. Un par jour. Actuellement, un par mois. Ah, vous allez dire, docteur, vous avez fait de gros progrès. Vous en opérez 30 fois moins. Oui, mais le progrès, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est l'industrie de l'électroménager. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de consommer des conserves et des conservateurs pour prendre des produits qui ont été conservés au froid. Et dans le froid, vous avez d'une part le réfrigérateur et d'autre part le congélateur. Réfrigérateur, ça ne doit pas rester plus d'une semaine, et congélateur, pas plus d'un mois. Et pourtant, parfois, on trouve dans les congélateurs des choses qui sont là depuis 6 mois. Or, ils perdent leur valeur nutritionnelle tranquillement de semaine en semaine pour arriver à un produit qui n'a pratiquement plus de goût. Vous voyez, si par exemple vous dites, tiens, ben, au mois de mai, on va mettre les fraises au congélateur parce que les petits viennent à Noël de Nouvelle-Calédonie, on va manger les fraises du jardin, c'est absurde, parce qu'à Noël, vos fraises du mois de mai, elles valent plus que dalle, c'est de la flotte, elles ressemblent à des fraises, mais il n'y a même plus de vitamines dedans. C'est absurde, c'est pas difficile à expliquer. Et la télé,
après 20h30, à la place de Darty dont on n'a rien à foutre, eh bien, on aurait un petit message très simple de prévention santé. Ça serait tellement mieux. Maintenant, vous voulez avoir un cancer au foie. Alors, je ne connais pas bien Albertville, bien qu'on m'a un petit peu parlé de certains jeunes qui ont tendance à la picole. Eh bien, ce n'est pas simplement la picole, c'est la picole et le hashish. Et le hashish. Et s'il y a des journalistes là, eh bien, mesdames ou messieurs les journalistes, je vous mets au défi d'écrire demain dans le journal ce que je vais vous dire. Pour les jeunes. Et vous devriez le faire, parce que c'est votre devoir. Vous devriez dire la vérité, à savoir que le hashish, il est OGM. Car les jeunes d'aujourd'hui, quand ils fument du hashish, ils vous disent c'est une plante verte sur mon balcon, donc c'est écolo, puisque c'est une plante verte. Pour eux, tout ce qui est vert est écologique. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils sont cocus. C'est-à-dire qu'on leur prépare tout simplement la graine de la plante verte qui est génétiquement modifiée et qui contient du tétrahydrocannabinol à la dose de 35% de concentration, alors qu'il y a 30 ans, c'était 5%. Et l'objectif, c'est de les faire accros. Alors, si vous avez la drogue douce, soi-disant, qui n'est jamais douce, hashish, marijuana, qui va ensuite à la cocaïne, si en plus vous avez le tabac, si en plus vous avez l'alcool, eh bien un jour, par la piqûre, vous allez attraper l'hépatite B ou l'hépatite C. Et vous savez, il y a un homme que nous regrettons tous qui s'appelle Serge Gainsbourg. Je me souviens d'un de mes collègues à Paris, j'étais à Paris pour un congrès, il me dit, tu sais, demain, j'opère Serge Gainsbourg. On peut en parler, il me l'a dit, c'est public maintenant. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est quoi? Je lui dis, attends, je vais te dire, il a un problème au foie. Bon, c'est vrai que mon collègue était spécialisé, comme moi, dans la chirurgie hépatique, donc c'était pas très difficile. Mais j'ai dit, moi, il a un cancer au foie? Il me dit, ouais. Tu l'opères demain? Et tu penses que tu peux faire quelque chose? Je crains. Le lendemain, il a ouvert et il a fermé. Ça veut dire quoi? Il n'a rien pu faire. Alors c'est bien gentil de faire le mariole à la télé, un billet de 500 balles et de le cramer devant tout le monde. Et de dire j'en ai rien à foutre de l'argent quand on en gagne des milliers. C'est bien gentil de faire le beau à fumer comme ça en chantant. Mais un beau jour on paye la facture. C'est pas sa faute. C'est la faute à nous, médecins. Parce que nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne sommes pas là que pour le traitement. Je ne suis pas là que en tant que chirurgien, que cancérologue. Je suis là aussi pour qu'on n'ait pas à opérer, pour qu'on n'ait pas à soigner, pour que vous ne veniez pas dans les centres anticancéreux quand vous n'en avez pas besoin et que vous n'en ayez pas besoin. Vous voyez, ça c'est très important. Alors oui, le foie, on en guérit combien? 5%. Alors maintenant, on vous dit, on a des traitements, de l'interféron ceci, de l'interféron cela. Pas évident tout ça comme efficacité. Pas évident. Moi-même, j'ai fait une hépatite B, non pas que je me piquais, mais à l'âge de 40 ans, en opérant, j'avais pas encore de lunettes. On n'en mettait pas. Donc j'ai pris un jet de sang dans l'œil. Ça nous arrive à nous chirurgiens. Bien. Alors, le jet de sang dans l'œil, très bien. Bon, on essuie, l'infirmière essuie, puis on n'en parle plus. Et 40 jours plus tard, je faisais une hépatite virale B. Carabiné, je dois dire. Et évidemment, mes collègues m'ont dit on va te descendre un tube, on va te faire aussi, on va te faire ça. Je leur ai fait un bras d'honneur, ma femme va me soigner. Ça suffit. Repos, bonne nutrition, les collaborateurs, je les faisais venir pour les faire bosser, parce que c'est pas parce que moi je m'arrête qu'ils doivent s'arrêter. Bon, donc, vous voyez, et comme ça, je m'en suis sorti très bien, j'ai éliminé tous les anticorps qui étaient dangereux, mais c'est ma femme qui m'a guéri. Comment? Par l'alimentation. Par l'alimentation, tout simplement, en faisant attention avec du bon poisson, de la bonne viande, du bon miel, des bonnes choses que la nature nous donne, en faisant cuire à la vapeur douce au lieu de faire griller, de faire des semelles quand on fait de la viande. Donc, pour le foie, ayez pitié de votre foie. Mais je pense que ça, ici, il n'y a pas trop de problème. Hein. Par contre, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Ayez pitié de votre pancréas. Pourquoi? Parce que les cancers du pancréas, nous en voyons malheureusement de plus en plus. Et votre pancréas, vous savez, il est au fond du ventre. Non pas qu'il soit caché, il est protégé. Parce que quand c'est important, la nature protège. Notre cerveau est important, eh bien il est protégé par un onos qui est quand même assez solide. Hein, et il faut bien le respecter. Eh bien notre pancréas, il a deux fonctions. Une première fonction, on dit endocrine. Ça veut dire qu'il fabrique de l'insuline. Et l'insuline, elle permet d'avoir un taux de sucre dans le sang qui est stable. 1 gramme de sucre dans le sang. Sauf si vous mettez à boire un produit qui est extrêmement toxique, je l'appelle le Coca-Cola. Le Coca-Cola, il faut en avoir pour nettoyer son tapis. Ça, c'est sûr. Le Coca-Cola, il faut en avoir à la pharmacie quand vous avez le choléra. Parce que quand vous avez le choléra, vous avez la courante, ça coule tant que ça peut par en bas, vous perdez de l'énergie, alors par en haut, en route, ben oui, parce que dans 1 litre de Coca, vous avez 17 à 19 morceaux de sucre. Ça, ils ne vous le disent pas.
Mais maintenant, ils vous ont fait le Coca zéro. Ils vous ont fait le Coca light. Récemment, j'allais voir l'un de mes collègues qui était pour un dossier radiologique difficile. Je rentre l'été dans son bureau et puis je vois une bouteille de Coca. Je lui dis, mais vous buvez cette saloperie? Ah, il me dit, c'est du zéro. Du zéro quoi? Il prend la bouteille, il me fait, zéro stress. Je dis, zéro stress, mais c'est plein d'aspartame. Il me dit, non, il n'y en a pas. Je lui dis, désolé, prenez la loupe. Il a pris la loupe, il me dit, ça en est plein. Et aujourd'hui ou hier, vous avez vu qu'au niveau européen, ils vous ont dit que l'aspartame, c'est sans danger. C'est faux! C'est faux! Totalement faux! Pas une goutte d'aspartame. Tous les faux sucres à la poubelle, tous les coca à la poubelle, tous les sodas à la poubelle, tous les jus d'orange à la poubelle, tous les jus de pomme à la poubelle, sauf la pomme avec son jus, sauf l'orange avec son jus, sauf le pamplemousse avec son jus. C'est le fruit entier qu'il faut prendre. Ah mais docteur, ce matin, j'ai pris mon jus d'orange. Et où est l'orange? Joker. Voilà. Absurde. Il faut l'orange, il faut le fruit. Et ce fruit, vous avez le mastiquer longuement parce qu'au petit déjeuner, il en faut minimum 1, idéal 2, surtout si le fruit est petit. Une bonne pomme bio, une bonne orange, une bonne banane, ça m'est égal. Mais toujours 2 fruits au petit déjeuner pour tous les enfants, pour tous les adultes et pour toutes les personnes âgées. C'est une évidence. Alors le pancréas, grâce à lui, votre taux du sucre dans le sang, il est nickel. Et puis la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il sécrète un liquide, pratiquement 1 litre de liquide pancréatique, qui est destiné tout simplement à digérer les graisses. Seulement si d'un côté, vous stimulez votre pancréas en lui envoyant tout le temps des produits sucrés, nous allons y revenir. Et si vous le stimulez en lui envoyant des graisses trop cuites, par le barbecue excessif, horizontal au lieu d'être vertical, vous lui envoyez des benzopyrènes et des nitrosamines et un beau jour vous vous dites j'en peux plus. Et quand le pancréas vous dit j'en peux plus, 1, vous avez des gaz hyper malodorants, 2, vous avez au fond de la cuvette des choses, vous regardez, on dirait des graisses, parce qu'elles ne sont pas digérées. Et 3, un beau jour, vous avez une douleur, quelque chose qui ne va pas, on fait une échographie, ça y est, il faut faire une IRM, il y a une tumeur pancréatique. Taux de guérison, 5%. 5%. Sur 100 malades atteints de cancer du pancréas, nous pouvons en opérer 5. Vous entendez? 5. Sur 100, on en opère 5. Les autres, c'est foutu. Chimiothérapie, radiothérapie, tout vous voulez. Bon, mais on traite, bien sûr. Sur les 5 que nous opérons, imaginons qu'il y en a 100 qui sont opérables. Sur les 100 qui seraient opérés, nous en guérissons 5. Vous voyez un peu? Eh bien, moi, je vous dis, mon pancréas, moi, je le protège. Mon pancréas, moi, je le respecte. Et quand je dis moi, c'est chacun d'entre vous qui devait dire ça. Ça veut dire que je ne vais pas lui envoyer trop de sucre. Et quels sont les sucres en excès? Les sucres cachés. Le sucre de Saint-Louis, laissez-le à Saint-Louis. Prenez le meilleur de tous les sucres qui s'appelle le miel. Et les meilleurs miels, même pour un diabétique, quand un médecin vous dit vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas prendre de miel, désolé, il est incompétent. Le miel d'acacia ou le miel de châtaignier contient du fructose et ce fructose, c'est le meilleur sucre pour mon cerveau. C'est le sucre des fruits, c'est le sucre des légumes. Ce fructose est excellent pour mon cerveau. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé dans le cadre du mouvement dont je m'occupe, Famille de France, un fruit frais à chaque récré. Et dans le primaire, on va prendre cet exemple très précis. Vous prenez 2 classes de CP ou CE1. Il y a donc 2 maîtresses. Il y a une classe A et une classe B. La classe B, on va donner à 10 heures le truc classique des barres chocolatées. Et la classe A, on va donner à 10 heures une pomme, un fruit de saison, voilà, bio, s'il vous plaît, que les gosses vont mastiquer, croquer, comme la maîtresse. La maîtresse, ici, des fruits, elle vous dit, écoutez, ils ont été impeccables. Ils m'ont écouté, ils ont été raisonnables, ça s'est très bien passé. La maîtresse des barres chocolatées, elle vous dit au bout de 20 minutes, ils n'écoutent plus. Pourquoi? Parce que la barre chocolatée, c'est du sucre qui passe vite dans le sang. Comme il passe vite dans le sang, il y a un petit taux d'hyperglycémie au-dessus de 1 gramme, 1,12, etc. Donc le pancréas reçoit une adresse qui lui dit il y a trop de sucre dans le sang, il dit mon commandant j'arrive, et il envoie de l'insuline. Et quand le taux du sucre dans le sang est au-delà d'1 gramme, pour passer à 1 gramme, il va le faire descendre parfois un tout petit peu au-dessous. Et quand c'est au-dessous, le gosse est en hypoglycémie, il s'agite, il n'écoute pas, il ne mémorise pas, et la maîtresse ne les supporte pas. Et la maîtresse, elle aussi, est en hypoglycémie parce qu'elle a pris une barre chocolatée.
Donc ça veut dire, je ne sais pas s'il y a certainement quelques espions de la mairie qui sont ici, monsieur le maire ou madame le maire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je m'adresse à vous à partir de janvier 2014, surtout si vous êtes réélu, ça va marcher, vous allez voir, eh bien il faut absolument que vous mettiez dans les écoles primaires de votre ville un fruit frais à chaque récré. Un fruit frais à chaque récré. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, d'autant que nous avons obtenu qu'au niveau de l'Europe, si par exemple, imaginons que ça vous coûte, je dis n'importe quoi, 100 €, vous avez une facture de 100 € de fruits, eh bien au niveau européen, on vous défale que 50. Ça veut dire que vous n'avez qu'à payer la moitié. Donc ça, c'est un but très important d'habituer les enfants à consommer des fruits dès la petite classe. Alors, le pancréas, vous l'avez compris, il ne faut pas lui envoyer trop de sucre. Et dans les sucres, j'ai parlé du sucre Saint-Louis, qui n'est pas bon. J'ai parlé du bon sucre, du miel d'acacia ou de châtaignier. Mais où sont les sucres cachés? Les sucres cachés sont dans tous les produits laitiers. C'est quoi un produit laitier? C'est du lactose. Ah oui, mais j'en ajoute du sucre dans mon yaya. Moi, le yaya, je vais vous dire, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Vous le mastiquez, vous, le yaya? J'ose pas demander qui a pris un yaya aujourd'hui, qui a pris un yaya ce matin, qui a pris 2 yayas. Alors, j'ai été accusé par les lobbies des lobbies laitiers qui dit, M. Joyeux, il dit que le yaya, il fait mourir. Pas du tout. Je dis pas ça. Je dis qu'avant de partir dans l'au-delà, il est bon que vous ayez un petit cadeau, que vous n'avez pas à mastiquer. Donc, il vous faut avoir un petit yaya. Pour vous donner un exemple, il doit y avoir 5 ou 6 ans, j'étais à Paris et j'étais président de Famille de France. Et donc, une jeune femme vient me voir en mini-jupe. On est très sensible. Très sensible. Bon, super mini-jupe, s'assied. Bon, extraordinaire. Et elle me dit, docteur, je viens vous présenter le dernier yaourt pour la santé. Bon, c'est vrai que ça m'intéressait quand même, hein. Bon, je suis un homme de santé. Bien. Alors je dis, mais vous avez des preuves? Bien sûr. Alors elle ouvre son ordinateur et elle me présente un diaporama absolument très bien fait. On avait testé ces yaourts. Alors chez la souris, chez le rat, chez le cochon d'Inde, je me suis dit, je suis le dernier, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle monte de la statistique avec des P00, avec des histogrammes pour les spécialistes. Mais vous savez, quand on connaît un peu, on voit bien où on se fait enfumer, quoi. Mais comme elle était mignonne, je ne lui ai pas dit qu'elle m'enfumait. Bon. Mais à la fin, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que je vais dire à ma femme, à mes enfants, pour la santé, à mes mamies, à mes malades? Ben, vous allez leur dire qu'ils vont avoir la peau douce. Ah bon? Alors, je lui dis, là ou là? Elle me fait, de la tête aux pieds, docteur. Ah, d'accord. Et alors, pour que j'ai la peau douce et ma femme la peau douce, il faut en prendre combien par jour? Voilà la récitation. 4 par jour. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir et un avant de se coucher, parce qu'ils ont mis un petit truc pour faire dodo. Bon. Ah, d'accord. 4 par jour. Et pendant combien de jours? Ah, faut surtout pas arrêter, hein. 70 jours consécutifs. Bon, vieux. Alors, j'ai calculé 4 x 7, 28, ça fait 280 yaya et j'ai la peau douce. Ma femme a la peau douce. Vous avez la peau douce. Alors je lui dis, bon, au bout de 70 jours, je m'arrête. Il se passe quoi? Alors elle me regarde comme si elle était tombée en deuil. Et elle me dit, mais docteur, vous flétrissez. J'ai écrit au patron. Parce que ce yaourt, je ne savais pas, était déjà sorti à la télé. Peut-être certains s'en souviennent. Il s'appelait Essence 6. Il a duré quelques mois. Ah oui, il n'a pas duré, hein. Parce que j'ai écrit une lettre en disant, si vous continuez à présenter ça à la télé, je vous fous un procès au nom de Famille de France. 8 jours après, il n'y était plus. Allégation nutritionnelle fausse. N'importe quoi. Donc on vous porte en bateau. Alors ça ne veut pas dire que je suis contre les produits laitiers. Je suis pour le fromage de chèvre et de brebis. Je vais vous dire pourquoi. Le fromage de chèvre et de brebis sont des petits animaux. Il vient d'où? Il vient du lait. Il vient de lait de la chèvre pour son chevreau. Il vient du lait de la brebis pour son agneau. Nous sommes d'accord? Bien. Donc dans le lait de la chèvre ou de la brebis, il y a des facteurs de croissance pour son pitchou. Or ce petit, il est quand même plus petit que moi. Si je prends la vache, la vache, j'ai beau l'aimer, quand elle fait son lait, c'est pour son petit veau qui prend 365 kilos en une année. En 365. Alors que votre petit-fils, il en prend 5 en une année. Moi, mon petit-fils Thomas ou Célestin, en une année, ils prennent 5 kilos. Mais au bout d'une année, le petit, il me reconnaît, il me parle, il babille, le rouge, le bleu, le veau, il est aussi con après que quand il est né, d'accord? Bon. Sauf qu'on ne lui a pas donné du lait d'une maman, à mon avis, il se mettrait à parler. Alors attention.
J'ai mangé beaucoup de lait, j'ai bu beaucoup de lait lorsque j'étais enfant. Pourquoi? Parce que nos mamans étaient géniales. À savoir qu'on allait chercher le lait chez le vacher. Et Dieu sait qu'ici, pour vous, ce n'est pas difficile. Et donc, vous pouvez le faire bouillir. Autrefois, on faisait bouillir le lait et on avait, souvenez-vous, la crème épaisse. Et la crème épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance qui étaient détruits par la chaleur. Parce que c'était une longue chaleur. On faisait bouillir. Ça faisait 7, 8, 10 minutes avant que le lait ne monte. Aujourd'hui, c'est ultra haute température, UHT, 3 à 4 secondes, pas plus, 140 degrés. On lui fout un coup sur la tête, il n'y a pas de germes, ça c'est vrai. Mais les facteurs de croissance, on ne les détruit pas. Or, les facteurs de croissance, pour les biochimistes éventuellement qui sont là, ou les gens passionnés par les formules chimiques, ce sont des ponts disulfures. Imaginez que ça, c'est une molécule de soufre. Vous en mettez une autre à côté, il y a un pont entre les deux. Et les facteurs de croissance qui sont dans le lait de la vache contiennent des ponts disulfures très solides, qui sont des facteurs de croissance que nous connaissons, nous, d'autant mieux en cancérologie, que les nouveaux traitements du cancer, ce sont des anti-facteurs de croissance. Anti, ça veut dire que nous donnons à des gens atteints de cancer, à juste raison, des anti-facteurs de croissance, mais à mauvaise raison, parce qu'ils ont consommé trop de facteurs de croissance. Donc, produits laitiers, oui, à mastiquer, pas à boire, pas en yaya, quel qu'il soit, même de chèvre ou de brebis. C'est un bon petit fromage de chèvre. Et Dieu sait que, madame, je me suis régalé tout à l'heure avec le fromage de chèvre, je pense qu'il est de pas loin de chez vous, qui était génial. Ou alors avec du roquefort, ou avec la tombe de brebis, ça m'est égal. D'autant plus que ça a du goût. La vache qui pleure et qui rigole, quel goût elle a? Ah mais docteur, moi je prends du fromage blanc à 0%. Mais madame, je le vois dans vos fesses. Parce que 0% de quoi? Les gens, ils ne savent pas. C'est 0% de gras. Mais ce n'est pas 0% de sucre. Vous comprenez? Tout ça ne vaut rien, tout ça. Donc il faut faire extrêmement attention. Mais voyez, c'est pour ça que cette information est extrêmement utile à faire passer, parce qu'elle est simple. Elle est simple. Tout le monde peut retenir ça. Et quand un enfant vous dit « je veux mon yaya », vous allez lui expliquer qu'il a des dents. Et que ces dents, c'est fait pour s'en servir. Et qu'il va bien le goûter. Et vous allez lui faire analyser les goûts. Vous connaissez Nutella? Ben, je vais vous donner la formule. Dans le Nutella, il y a quoi? Il y a du chocolat, il y a des noisettes, il y a du beurre, il y a du sucre, il y a de l'huile de palme, qui vaut que dalle. Ça vaut que dalle. C'est dangereux pour la santé. Et puis vous avez à la fin un produit qu'on appelle le carbamide. Alors ça, les étudiants en médecine le savent. Le carbamide, c'est tout simplement ce qu'on élimine dans les urines. Ça donne le goût un petit peu amer. Oui. Alors, récemment, une maman m'a dit, moi, ma petite, elle vous a écouté sur YouTube, et elle m'a dit, maman, je ne veux plus de Nutella. Pourquoi, ma chérie, t'étais tellement accro de Nutella? Parce qu'on fait pipi dedans. J'ai trouvé ça délicieux. Mais c'est la vérité. Alors, on ne fait pas pipi dans du Nutella, c'est évident, mais on met un produit qui est destiné à vous rendre accro par la légère amertume qui est donnée. Ce produit-là, laissez-le aux Italianos. Vous me suivez? Bon. Il faut le laisser aux Italiens. De la même façon qu'il faut laisser les McDo aux Américains. Vous voyez, nous avons, nous, tout ce qu'il faut pour notre santé. Alors, on a vu le foie, on a vu le pancréas, on a vu l'œsophage. Vous voulez un cancer sur l'intestin grêle? Je suis désolé. Je suis désolé, c'est très difficile. Sauf si c'est des métastases qui viennent d'un cancer de l'ovaire ou qui viennent d'un autre cancer. Pourquoi? Parce que l'intestin grêle, figurez-vous que c'est quasiment dans notre ventre aussi grand que cette salle-là. Et nous l'avons dans le ventre, avec des valvules qui sont les unes repliées les unes sur les autres. C'est une grande surface d'absorption intestinale. Et nous avons là 10 litres de liquide qui circulent. Les allez dire 10 litres, mais c'est pas possible, je ne bois pas 10 litres. On va calculer ensemble. Imaginez que vous ne buvez pas du tout, mais que vous mastiquez bien vos aliments, vous avez au moins 1 litre à 1 litre 200 de salive. 1 litre de liquide gastrique, l'estomac. 1 litre de bile, le foie. 1 litre de liquide pancréatique, je suis déjà à 4 litres. Plus 1 litre par mètre d'intestin grêle, et nous en avons 4 à 6 mètres. Si vous en avez 6, je suis à 4, 6 plus 4 égale 10. 10 litres. Ben oui, ça circule à toute pompe. Ça vous permet d'avoir une bonne tension artérielle, ça vous permet d'avoir un cerveau qui est bien irrigué, des reins qui sont bien irrigués, ça vous permet d'éliminer les urines, à peu près 1 litre et demi grand maximum par jour. Et donc, comme ça circule vite, c'est très difficile, ça ne stagne pas pour voir un cancer sur l'intestin grêle, je suis désolé. Par contre, je peux vous aider pour un cancer du côlon droit.
ou du côlon gauche, ou du côlon transverse, ou du côlon sigmoïde, ou du rectum. Là, c'est pas très compliqué. Il faut être constipé. En France, le nombre de constipés, moi je les vois dans les gares, dans les avions, partout où je suis, en voyant les gens, celui-là est constipé, celui-là est constipé, celui-là est constipé. Alors c'est effrayant. C'est effrayant. Pourquoi? Parce que nous consommons trop de deux choses. Pain blanc, d'une part, et pas assez de fibres qui sont dans les fruits. Parce que la maman qui me dit, ma petite n'arrive pas à prendre des fruits, mais je suis contente, je suis arrivé à lui faire prendre des fruits. Comment vous avez fait, madame? Elle prend des yaourts aux fruits. Voilà. Pauvre maman, elle comprend que dalle. La grand-mère qui dit, ah, mercredi, mes petits-enfants, je vais les gâter. Mes chéris, vous aurez de la viande hachée. Je suis content. Mais la mémé, elle est nulle. Elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'elle croit que ses petits-enfants, ils ont un dentier. Alors qu'ils ont des dents. Donc la viande hachée est une aberration. Il n'y a pas un boucher qui devrait donner de la viande hachée, sauf la veille du départ dans l'au-delà. Oui. Bon, ça aussi, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que notre nutrition dépend de cette première étape absolument fondamentale. Alors, si ça stagne dans le côlon, eh bien, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Pullulation, putréfaction. Alors, c'est le gazogène. Alors, on vous suit à la trace, vous me suivez? Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout ce qu'il faut pour ratisser l'intérieur du côlon. Or, qu'est-ce que c'est qui va permettre le ratissage? C'est tout simplement les fibres. Mais ces fibres, si vous les mastiquez peu, vous allez faire des phytates, c'est-à-dire des espèces d'agglomérats qui vont irriter encore plus votre tube digestif. Par contre, si vous mastiquez bien, la fibre va faire son boulot, la flore va faire son boulot, et à ce moment-là, vous aurez une évacuation quotidienne qui est parfaite. Il faut évacuer tous les jours. Quand vous avez une ville qui est propre, eh bien, chez nous, à Montpellier, c'est Nicolin. Eh bien, Nicolin est un type absolument formidable parce que, un, il paye bien ses gens, parce que, deux, les gens qui ramassent, je dirais, les résidus de la ville, il est important qu'ils le fassent proprement, qu'ils n'en laissent pas partout, etc., et que ça soit fait tous les jours. Et la ville n'est pas constipée. C'est un problème d'hygiène publique. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Nous devons évacuer tous les jours. Ah oui, mais docteur, j'ai des diverticules, ou j'ai un gros côlon, tout ça, je m'en fous. Ça m'est égal, ça. Vous pouvez parfaitement évacuer, manger davantage de fruits, mastiquer davantage, et à la fin du repas, régalez-vous. Ça, c'est capital. Or, des cancers du côlon, du rectum, etc., nous en voyons beaucoup trop. Parce que nous avons de mauvaises habitudes alimentaires, et je vous ai dit, trop de pain blanc. Ah, pain blanc. Pourtant, tout le monde en prend. Chez le boulanger. Mais les boulangers devraient arrêter d'en faire. Ça va venir. On commence à les former. J'étais récemment au Mondial du pain. J'ai donné une conférence au Mondial du pain. J'étais étonné par le nombre de pays représentés. Il y avait tous les pays du monde, des boulangers du monde entier. C'était absolument passionnant. On a passé une soirée merveilleuse avec eux. Alors le pain blanc, c'est quoi? Ben, c'est du sucre. Mais ça n'a pas le goût sucré. Si, légèrement. Sauf que si vous faites ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire je vous donne à manger 100 grammes de pain blanc, et je suis le taux de votre sucre, j'ai une courbe qui va se faire comme ça, on dit que c'est un index glycémique 100, après X moments, j'arrive à 100 dans l'index glycémique. Si je vous donne 100 grammes de sucre Saint-Louis, on est à 120, 130, à peine au-dessus. Or, ce qu'il faut, c'est prendre des aliments dont l'index glycémique est au-dessous, non seulement de 100, mais même au-dessous de 50. Ça, c'est les fruits, ça, c'est les légumes. Et aussi les légumineuses. Alors les légumineuses, ce qui est intéressant dans les légumineuses, que ce soit les haricots, les pois chiches, les lentilles, c'est qu'il faut savoir les faire cuire. Si vous avez dans les dom-toms, j'aime beaucoup ces départements, la Guyane, la Réunion, la Martinique, Mayotte, il m'en manque un, et la Guadeloupe, ben là-bas, ils font trop cuire les aliments. Ça veut dire qu'ils transforment un glucide complexe en un glucide simple, moyennant quoi ils ont beaucoup de sucre, nous allons voir comment ils le stockent. Ils ont beaucoup de pullulation microbienne, ils ont beaucoup de surpoids, ils ont beaucoup de gazogènes, et quand vous atterrissez, vous entendez les pétarades guadeloupéennes. Et il y a un surpoids monumental là-bas. Alors j'y suis allé avec mon épouse en Guyane, etc., pour leur expliquer comment on fait cuire les aliments. La cuisson des aliments, c'est fondamental. Vous pouvez abîmer un aliment. C'est la cuisson à la vapeur douce. La cocotte minute, votre grand-mère à la poubelle ou au plafond, 1884, Napoléon III. Le four à micro-ondes, danger. Danger pour les yeux des enfants, cataracte précoce. Danger aussi parce que vous avez donc des fuites et une mauvaise cuisson.
Vous voyez, quand il m'arrive d'être au restaurant, parfois je demande s'il y a des fruits. Bon, souvent il n'y a pas de fruits, ça m'énerve. Alors je demande, je suis un homme gourmand, comme tout le monde, je demande une tarte tatin. Vous savez comment vous pouvez en avoir deux? Je vous explique, c'est très simple. Vous demandez à ce que ça soit chaud au milieu. D'accord? Donc, ils vont mettre le four à micro-ondes à fond la caisse. Bon, ça sort du congélateur ou du frigo. Bon, donc on vous apporte votre... Je demande toujours 2 cuillères. Une pour le garçon, pour la personne qui me sert, une pour moi. Hein? Je dis, je veux que ce soit chaud au milieu. Bon, allez, on y va. C'est froid au milieu. Donc j'en ai une deuxième chaque fois. Chaque fois. Bon, donc ça veut dire simplement que cette cuisson à micro-ondes, elle est nullissime, elle est dangereuse, elle est inutile. La seule solution, c'est la cuisson à la vapeur douce, etc., etc. Mais comment se fait-il que nous voyons aujourd'hui de plus en plus de cancers du sein et de cancers de la prostate? Cancer de la prostate, messieurs, 70 000 nouveaux cas par an. Ce n'est pas des centenaires, hein. On en voit à 50 ans, on en voit à 48 ans. Des cancers de la prostate. Pourquoi? 1, tabac. 2, la bouffe. 3, l'alcool fort. 3, alcool fort. Whisky, biscuits. Qu'est-ce qu'on fait avec l'alcool en trop? On fait du gras. Qu'est-ce qu'on fait avec trop de yaya? Qu'est-ce qu'on fait avec trop de pain blanc? On fait du sucre. Et ce sucre, il va se stocker où? D'abord dans le foie. Mais le stockage du sucre dans le foie sous forme de ce qu'on appelle le glycogène, il n'excède pas, disons, 3 jours de réserve. Ça veut dire que vous pouvez jeûner pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, votre foie va libérer le sucre dont votre organisme et votre cerveau a besoin. Mais si vous prenez beaucoup de sucre, il ne va pas stocker en sucre davantage dans le foie, c'est plein. Il va transformer le sucre en gras. Alors je vous rappelle que 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Ça veut dire que nous transformons du 4 en plus du double, et que ça va se situer dans le foie. Alors, en consultation, c'est très intéressant, parce qu'on le voit assez souvent. La dame qui vient vous voir, bon, vous la tranquillisez, et puis elle vous dit, docteur, mon mari n'a pas voulu venir, mais je suis inquiète pour lui. Que se passe-t-il? Eh bien, il est tout le temps fatigué. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ça, c'est la totale. Il est tout le temps fatigué, il ne fout rien. Ça, c'est sa femme qui le dit. Lui, il ne serait pas d'accord. Enfin, c'est elle qui a raison, moi, je vous le dis. Hein. Bon. Alors, je sais ce qu'il a. Mais je ne lui dis pas. Je lui dis, mais vous avez fait des examens? Ah oui, ça a été très difficile pour arriver à convaincre le médecin de faire une échographie ou de faire un scanner. Alors on a fait l'échographie. Si le monsieur est là, il dit, mais n'embête pas le docteur, tu vois bien qu'il y est écrit qu'il n'y a pas de tumeur. C'est exact. Monsieur a lu la conclusion. Madame a tout lu. Et elle a souligné au stabilo jaune 2 mots. Stéatose hépatique. Ça veut dire quoi que mon mari il a une stéatose hépatique? Mais votre mari, madame, il a le foie gras. Et le monsieur de dire, mais je ne suis pas une oie. Non, monsieur, mais vous faites plus que les oies. Parce que les oies, il faut les gaver et ça coûte cher. Alors que vous, ça coûte que dalle. Sauf que, whisky, biscuit, vous êtes fatigué, un petit whisky. Vous êtes fatigué, un petit biscuit. Vous êtes fatigué, de nouveau, etc. Et donc, vous vous gavez vous-même. Parce que la fatigue appelle la fatigue. Et quand on a une stéatose hépatique, qu'on a le foie gras, on est épuisé. Donc, le monsieur, il n'est même pas foutu de prendre un marteau avec un clou pour mettre un tableau dans le mur. Il est crevé. Voilà. Et ça, c'est une mauvaise alimentation. Donc, et en même temps qu'il y a une mauvaise alimentation, c'est automatiquement une mauvaise immunité. Car si votre système immunitaire se met à être mauvais, il ne va pas vous protéger. Et monsieur, il va faire un cancer prostatique. Pourquoi? Parce que monsieur, il va stocker son gras dans son bassin, autour du bassin, et monsieur, madame, elle va stocker son gras dans ses seins. Ça ne s'écrit pas pareil. Sein, bassin. Augmentation des risques de cancer du sein chez la femme. Mais on voit aujourd'hui des couples où madame fait un cancer du sein, monsieur fait un cancer de la prostate. En général, ce qu'on voyait, c'était surtout madame qui faisait le cancer du sein avant. 5 ans avant. Pourquoi? Traitement hormonal substitutif de la ménopause. On vous a gonflé la tête. On vous a dit, madame, quel âge vous avez? 45. Ouh, bientôt 50. On vous fout une bouffée de chaleur à la seconde. Moi, je vous la donne comme vous voulez. Une femme de 45, vous lui dites, madame, mais franchement, vous avez 45. Votre maman vous a déclaré 10 ans trop tôt, vous en faites 35. Elle est toute contente. Si à 45, vous lui dites, vous en faites 55, vous lui foutez une bouffée de chaleur. C'est évident. Mais le gynéco, il est intéressé de dire 55 parce qu'il y a un labo derrière. Vous ne paraissez pas 55. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on vous donne un traitement hormonal substitutif. Soi-disant pour vous rajeunir, pour éviter la sécheresse de la tête aux pieds, vous me suivez. Tout ça. Hein? D'autant que le monsieur, s'il est là, il vous dit, docteur, vous ne pouvez pas donner un traitement pour ma femme parce que la ménopause, c'est épouvantable. Hein? La nuit, je me caille.
ou alors elle est en sueur, ou alors elle balance tout, ou elle remet tout. Enfin, donnez-lui un traitement. Mais bien sûr que monsieur, j'ai un traitement. Ah, vous avez fait une ordonnance? Mais oui, asseyez-vous monsieur. Alors il commence à s'inquiéter. J'ai dit, l'ordonnance, c'est vous? C'est moi? J'ai dit, oui, c'est vous. Madame, est-ce que vous me permettez? Alors, elle me permet, bien sûr, je l'ai prévenu avant, je défais la chemise de monsieur, oh, le bras, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Bon, et puis je l'effleure, comme ça, doucement. Je dis, c'est bon? Ah, bien oui. Voilà. Vous trouvez que c'est bien, hein? C'est bien, vous trouvez que c'est bien? Si je fais sur les deux bras, permettez le cuir chevelu, c'est bon, hein? Sympa, ouais. D'accord. Eh bien, monsieur, vous allez faire ça sur le corps de madame, mais vous n'irez dans les coins où nous, les hommes, nous allons rapidement sur le corps de madame, que quand elle vous dira feu vert. 3 mois plus tard, à la consultation, madame vous dit, docteur, vous lui aviez bien dit chaque doigt de pied. La plante du pied, le dos du pied. Alors, il arrive au mollet, il veut toujours monter. Et je lui dis, le docteur t'a dit la plante du pied. Alors, ce qui est très beau, c'est que le monsieur, il me fait... J'en ai rien à foutre, il me dit. Et alors, le plus beau, c'est que il me dit, je m'endors, et sa femme me dit, je suis tranquille. Alors, vous voyez qu'on peut dire des choses très sérieuses avec beaucoup d'humour. Et alors, comme je suis joyeux 24 heures sur 24, bon, ça, c'est normal. Mais le cancer du sein et le cancer de la prostate, c'est quand même pas bon. Le cancer du sein, je vais vous dire, moi je veux dire les choses très clairement. 1, il y a le surpoids. 2, il y a le stress. 3, il y a les hormones. Le stress est un élément important. Mais qui vous stresse? C'est souvent nous. Voyez, j'ai fait faire, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on appelle un petit bilan bionutritionnel, qui est très bien fait. C'est un laboratoire français qui fait ça, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très honnête et parce que c'est pas cher. Vous remplissez 81 questions. Ça s'appelle le bilan bio-nutritionnel du labo qui s'appelle Nutergia, je le dis très simplement. Ils font du très bon travail, vous remplissez 81 questions. Bien. Alors, moi je l'ai fait, on remplit, ça demande à peu près 30 minutes, il faut remplir très sérieusement, comment vous dormez, comment vous mangez, est-ce que vos cheveux tombent dans la brosse à cheveux, etc. Est-ce que vous avez des douleurs par-ci, par-là? Bon, tout ça est très précis. Et ensuite, vous avez les résultats, et le résultat, c'est 5 étapes bionutritionnelles. On peut vous dire, ben vous avez un problème digestif, vous ne digérez pas bien, un problème plutôt d'évacuation, de côlon, et on va vous donner quelques conseils de compléments alimentaires. Et parfois, tout va bien, besoin de rien. Bon, je vais faire ça à mon épouse, qu'est-ce que je vois? État neurodystonique. Je me suis dit, je suis responsable, l'épouse c'est moi. Bon, donc, il faut donner une petite bricole, et 3 mois plus tard, moi j'ai fait attention, je lui ai offert des roses, vous voyez, quand vous offrez une rose, mais bio, hein, parce que si elle n'est pas bio, vous êtes nul, hein. Parce que bio, elle exhale la rose, donc vous stimulez l'odorat, comprenez? Et en même temps, vous stimulez le vôtre, donc vous évitez votre Alzheimer et votre Parkinson. Ça aussi, c'est intéressant. Donc très important, si vous voulez, de se rendre compte combien parfois nous pouvons, sans le vouloir, je veux dire, créer une sorte, pas d'allergie, mais peut-être d'état un peu de stress. Or, dans la société, nous avons trop de stress. Donc c'est important d'avoir une activité, je dirais, un peu philosophique, un peu spirituelle, quelque chose qui vous apaise, vous voyez, qui fait que, au lieu de regarder la télé du matin au soir, vous savez que récemment, on a pété tous les records. On est arrivé au mois d'octobre, je crois, à 3h30 par jour de télé. Moi qui ne la regarde pas du tout, il y en a qui doivent regarder 6 heures, d'accord? Donc, 3h30, ça fait 7 x 3, 21. 21 heures de télé par semaine, de conneries, qui fait que vous en sortez encore plus idiot quand vous y êtes rentré. Comprenez? Parce que c'est ça l'objectif, c'est de nous rendre débiles. C'est-à-dire que nous obéissions aux publicités qui sont passées dans les télés. Et ça, pour moi, c'est absolument intolérable. Voyez. Donc ça veut dire qu'il est important de bien réfléchir. Le cancer du sein, comme le cancer de la prostate, mauvaise alimentation, trop de stress, prise d'hormones chez l'homme jeune avec le cancer de la prostate, c'est le bodybuilding, c'est-à-dire c'est le dopage. Le plus jeune cas de cancer de la prostate que j'ai vu, 39 ans. Un de mes collègues m'appelle, vous savez, quand on a un cas exceptionnel, entre collègues, on s'appelle, viens, il y a un super cas, viens voir, c'est rare. Bon, il m'appelle, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais il me dit, j'ai un jeune, 39 ans, un cancer de la prostate. Ah ben, je sais ce qu'il fait. Il me dit, mais tu le connais? Je dis, non. Mais tu me dis que tu sais ce qu'il fait? Ben oui. Mais demande-lui son métier. À mon avis, il fait du bodybuilding, ce mec. On arrive dans la salle. Qu'est-ce que vous faites comme métier?
Son métier, c'était de faire du bodybuilding. Ça veut dire quoi? Il veut faire du muscle. Pour faire du muscle, il bouffe des hormones. Or, sa prostate, elle est très sensible aux hormones. Elle est très sensible à la testostérone. Et donc, il se balance un cancer prostatique. À 39 ans, il n'arrivera pas à 49. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais ça, on ne le lui a jamais dit. Ça, on ne le lui a jamais dit. Bon, pour le problème du cancer du sein, on voit des cancers du sein, malheureusement, chez des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont de plus en plus jeunes, qui ne sont pas d'origine génétique. Elles ont 29 ans, elles ont 30 ans, elles ont 35 ans, elles ont déjà pris 15 ans de pilule. Or, la pilule, oui, on peut la prendre après la naissance d'un premier enfant. Je vais vous donner un exemple. J'opère par exemple une religieuse, ça nous arrive, qui a un petit nodule au sein et qui est inquiète. Bon, on fait un prélèvement. On prend la lésion, qui paraît cancéreuse mais qui ne l'est pas, et puis on prend un tout petit peu de tissu sain à côté. Bon, je porte le document pour faire le regard au niveau du microscope et je ne dis pas à mon collègue quel est l'âge de la patiente. La patiente, elle a 80 ans ou plus. Bien. Alors, mon collègue regarde, il me dit non, tu vois, il n'y a pas de cancer, tranquille. Je dis quel âge elle a pour toi? Il me dit attends, je vais prendre la feuille. Non, non, c'est pas écrit, ils ont oublié d'écrire. Ils ont oublié d'écrire, je sais pas quel âge elle a. Dis-moi quel âge elle a. Alors il regarde. Oh, elle est jeune, hein? Pourquoi tu dis qu'elle est jeune? Ben, il n'y a jamais du lait qui est passé par là. Il n'y a jamais du lait qui est passé par là. Pour que le sein soit adulte, il faut que du lait soit passé dans le sein. Et pour que du lait soit passé dans le sein, je suis désolé, mais il faut qu'il y ait une grossesse. Et les laboratoires, je vais vous dire, ils ont compris une chose. Il y a beaucoup plus de gens sains que de gens malades. Je pense que dans cet amphithéâtre, vous êtes grosso modo, certainement 95% sans aucune maladie. Mais si on arrivait à vous faire prendre quelque chose, ça serait sympa. En vous disant, vous n'allez pas vieillir ménopause, vous n'allez pas vieillir andropause, vous n'allez pas avoir ceci, avoir cela. On va vous vacciner. Alors, moi, mes infirmières m'ont dit, vous savez, quand il y a eu H1N1, si vous regardez un oiseau, vous allez mourir. Il ne faut surtout pas le toucher, il va vous foutre H1N1, c'est la grippe épouvantable. Alors mes infirmières me disent, docteur, monsieur, vous faites vacciner? Je dis non. Elle me dit, vous ne donnez pas l'exemple? Je dis si, puisque je ne me fais pas vacciner. Je donne l'exemple. Et vous prenez quoi à la place? Bah, à la place, moi, à partir grosso modo du 15 octobre jusqu'au 15 mars, je prends de l'énergie vitale. C'est quoi l'énergie vitale? Du miel, mélangé à de la propolis, à la gelée royale, à du ginseng, à de la papaye, à la cérola. C'est une petite préparation que vous trouvez très facilement dans les magasins bio, hein, énergie vitale, une cuillère à café à tous les petits déjeuners. Voilà, tout simplement. Et avec ça, la pêche. Aucun problème. Je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Par contre, si j'étais insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, insuffisant respiratoire, insuffisant malade, oui, je me ferai vacciner, certainement. Et encore pas pour n'importe quel vaccin. Savez-vous qu'on vaccine des gosses de 2 mois contre l'hépatite B? Non mais attendez, on est où là? On est où? Ça vient d'où ça? Ça vient tout simplement du fait que l'Institut Pasteur pousse à la roue et va culpabiliser les médecins. Vous savez qu'il y a le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Je suis complètement contre. Complètement contre. Alors attendez, le plus beau, c'est qu'il y a à peu près un an et demi, je vois dans le quotidien du médecin auquel je suis abonné, c'est un journal médical quotidien que nous recevons, je vois vaccination des garçons de 13 ans contre le cancer du col. Alors, vous savez, dans ces cas-là, il ne faut pas s'affoler. Il faut réfléchir. On s'assied, on réfléchit. Cancer du col de l'utérus chez un garçon? Non, non. Mais on dit qu'effectivement, le cancer du col est une maladie sexuellement transmissible qui est transmise par le zizi du monsieur à la dame. Bon, la transmission se fait comme ça. Bien. C'est un papillomavirus qui est sur le zizi du garçon. Ah, je vois. Ils veulent donc vacciner les zizis des garçons. Bien. Pourquoi 13 ans? Ah, ça y est, j'ai trouvé. À 13 ans, vous n'allez pas amener le petit chez l'urologue. Il dit ça, c'est pour papy qui se pisse dessus. Bien. Vous n'allez pas amener le petit de 13 ans chez le gynécologue. Il dit c'est pour ma sœur. Bon. Donc on l'amène encore chez le pédiatre. Parce qu'à 13 ans, il est encore gentil, il est mignon. Il est mignon. Et alors on arrive chez le pédiatre. Ah madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un vaccin contre le cancer. La semaine dernière, la dame, elle a perdu un voisin, ceci et cela. Un vaccin contre le cancer, elle ne pose pas de questions. Vaccinez-le tout de suite. Mon petit Jean-Baptiste, il faut te vacciner. Sauf si la dame, elle pose la question, quel cancer, docteur? Eh ben, il dit, madame, cancer du col. Du col de mon petit? Un problème au cou?
Or, aujourd'hui, la publicité sur le quotidien des médecins, en première page, pratiquement 2 fois à 3 fois par semaine, c'est vaccins ados. Ils vous les mettent tous, y compris pour le garçon et pour la fille, le vaccin Cevarix ou le vaccin, l'autre, puisqu'il y en a 2, contre le cancer du col. Dans notre société aujourd'hui, il faut arriver à faire passer ces messages qui peuvent passer simplement. Nous voyons trop de maladies auto-immunes. Je l'ai dit avec le surpoids, avec l'obésité. Mais quelles sont-elles, ces maladies auto-immunes? Thyroïde, thyroïdite de Hashimoto, tube digestif, maladie de Crohn et rectocondite ulcéro-hémorragique. Au niveau de la peau, lupus érythémateux disséminé, sclérodermie, peau extrêmement sèche. Au niveau articulaire, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante. Le nombre de gens qui ont mal au genou, qui ont mal à la hanche. Mais mes collègues qui sont orthopédistes, ils me disent, mais ferme-la. On a des prothèses de hanche. On a des prothèses de genoux. On se les fait en or. Il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple qui est très frappant. Mon propre frère, que j'aime beaucoup évidemment, qui est plus âgé que moi, il avait une bonne arthrose bilatérale, coxarthrose des hanches. Bien, il souffrait, je fais faire une radio, je vais montrer la radio à un de mes collègues orthopédistes, il me dit, ouf, ton frère il doit avoir mal, mon vieux, il faut changer les 2 hanches. Bon, on ne fait pas les 2 en une seule fois, l'opération serait trop lourde. Bien, donc il se fait opérer de la première. Je vais le voir à l'hôpital, et comme il est un peu rognous, il me disait, ouais, tu sais, les chirurgiens, vous êtes pénibles quand même, il y a des tuyaux, il y a des drains, tout ça. Ensuite, il y a la rééducation pendant 3 mois, et puis il faut que je repasse sur le billard pour l'autre hanche. Je dis, mais tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Il me dit, mais j'ai mal. Il a raison, il a mal. Il me dit, mais tu aurais une solution? Je dis, bien sûr. Et quelle est ta solution, me dit-il? Ben, c'est très simple. Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu arrêtes le beurre, les béchamels, les fromages de vache. La vache, elle est sacrée. Il faut que tu reviennes vers la chèvre, vers la brebis qui est si bonne. Il faut que tu mettes de l'huile d'olive dans tes salades. Il faut que tu manges plus de végétal et moins d'animal. Vous voyez, ça fait 7 ans. Il n'a pas changé l'autre hanche. Et pourtant, il a la même image. La seule chose, c'est que c'est la douleur qui a disparu. Et comment la douleur a disparu? Parce que tout simplement, le produit laitier en excès qu'il prenait, parce que le pain en excès qu'il prenait, créait de la porosité intestinale. Et cette porosité intestinale, elle faisait passer des molécules qui allaient jouer le rôle antigène-anticorps, la guerre inflammatoire au niveau de sa hanche. Plus de douleur, pas besoin de se faire opérer. Alors encore récemment, une dame qui me dit, je me souviens qu'un jour en conférence, vous avez dit que votre frère, moi, m'a changé le genou droit, j'ai pas envie de me faire changer le genou gauche. Comment puis-je faire? Changer vos habitudes alimentaires. Pourquoi il faut arrêter le pain blanc d'aujourd'hui? Parce que vous avez là-dedans du gluten. Parce que ce gluten, vous savez, le blé d'autrefois, lorsque il était un magnifique blé, il montait au-delà des épaules d'un adulte. Aujourd'hui, il vous arrive au nombril. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de paille, parce que c'est Monsanto qui fait la loi et que nous en avons ras-le-bol de cette maison de Monsanto. Nous voulons revenir aux semences anciennes. J'ai trouvé le boulanger de Cucugnan. Vous savez que normalement il y a un curé à Cucugnan, il n'y est plus mais il y a un boulanger. Bon, eh bien le boulanger de Cucugnan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir des semences anciennes. Il a un moulin, il a sa farine et il fait son pain. Et si vous voyez ce pain comme il est bon, il est, je dirais, jaune ocre, parce qu'il contient de la vitamine, la prévitamine A. Il a un goût extraordinaire. Il est aéré, parce qu'il y a eu du vrai levain et pas du levain chimique. Et ce ne sont pas des gluten modernes, c'est du gluten ancien. Il faut que nous revenions à ces semences. Nous y reviendrons. Et c'est pour ça que c'est l'objet de mon prochain bouquin qui s'appellera Le boulanger et le chirurgien. Je viens de terminer le chocolat et le chirurgien. Avant, j'ai fait le thym et le chirurgien. Avant, j'ai fait les abeilles et le chirurgien. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'abeille, c'est la sentinelle de l'environnement. Quand vous avez plus d'abeilles, Einstein disait... Si les abeilles disparaissent, 4 ans plus tard, l'humanité disparaît. C'est une image, c'est excessif, mais c'est à cause d'une agriculture productiviste. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, tout à l'heure, eh bien oui, je donne des conférences sur l'agriculteur, premier acteur de santé. J'étais il y a 15 jours à un congrès mondial d'agriculture biologique. Et j'ai donné la conférence inaugurale.
Il n'y avait que des agriculteurs du monde entier dans l'agriculture bio. Et je leur ai dit, vous êtes les premiers acteurs de santé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui nous donnez les bons aliments. C'est vous qui nous faites consommer des choses qui sont utiles pour notre santé. Ensuite, le deuxième acteur de santé, c'est chacun d'entre nous parce que nous le consommons. Et le troisième, c'est le toubib quand il y a la maladie. Ben, si vous avez vu ça, c'était passionnant. J'ai vu des gens du monde entier qui ont parfaitement compris que leur rôle est un rôle de santé publique, mais que les hommes et les femmes politiques n'ont pas suffisamment compris combien c'est important pour la santé de tous. Et je termine, avant qu'on puisse poser des questions, par une phrase d'un grand, je dirais, biologiste français qui s'appelait Jean Rostand et qui disait « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». Oui, moi je préfère aller au resto qu'à l'hosto. D'accord ? Question suivante. Où êtes-vous? Le micro, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis professeur de PS et à un moment en fin de séance arrive un thème, la nutrition, où je leur conseille, après avoir vu une de vos vidéos, de remplacer leurs produits laitiers par des boissons, alors d'amandes, tout ça. Et puis je me rappelais que vous avez dit pas de lait de soja. Et oui. Il m'a posé exactement la même question que je me posais. Pourquoi? Alors, je vous explique. Le lait de soja, vous avez beaucoup de phytohormones. Ce qui me rappelle la question pour les messieurs. Il y a beaucoup de phytohormones dans le lait de soja qui sont phytoestrogéniques, un peu phytoprogestérone, et que l'homme, par les enzymes, si c'est moi qui en prends en tant qu'homme, ça va être plutôt orienté phytotestostérone, hein, enzyme masculin et enzyme féminin. Donc, le lait de soja, le problème, c'est que vous avez eu, lorsque le traitement hormonal substitutif de la ménopause a quasiment disparu parce que les femmes ont su que c'était dangereux, ça a augmenté les risques de cancer, eh ben, il y a eu des publicités dans les pharmacies pour le soja. Bon. Et du coup, elles se sont dit, c'est bon pour la santé, je vais en faire prendre à mon petit, donc je vais apprendre du tofu, je vais apprendre du yaourt de soja, etc. Tout ça, c'est aberrant. Vous voyez? Donc, pas de soja chez quelqu'un qui a des risques de cancer du sein, je parle de la femme, de monsieur pour la prostate, et chez l'enfant, je ne suis pas d'accord tant qu'il n'a pas passé la puberté. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, une maman qui m'amène sa petite, 4 ans et demi, qui avait des petits seins d'une enfant de 13 ans. On avait envisagé une chirurgie esthétique chez une enfant de 4 ans et demi. Alors que, vous savez, quand vous posez la question à la maman, il faut faire très attention, parce que parfois, le patient, il vous répond pour vous faire plaisir. Alors ça, c'est pas bien. Il faut qu'il réponde la vérité. Donc je dis, madame, j'espère que votre petite, vous lui donnez du lait de soja. Docteur, depuis sa naissance. Excellent. Elle m'a donné la bonne réponse. Vous m'arrêtez ça. Parce que c'est la raison pour laquelle votre petite, elle a une puberté précoce. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont faire ça, qui prendront du soja. Mais ça veut dire que certains nombres vont le faire. Donc, je dis, vous arrêtez ça, vous lui donnez un habillement adapté, et à 13 ans, 14 ans, 15 ans, sa puberté repartira sans aucun problème. Deuxième cas, un enfant de 5 ans qui était poilu sur les bras comme son frère de 15. Il avait lui aussi du soja et il avait une puberté précoce qui était en train de démarrer. C'est excessif. Donc ça, il faut le dire aux jeunes. Alors maintenant, pour ne pas l'oublier, pour les messieurs, c'est une histoire que notre fille, nous avons 3 garçons, 3 filles, et une de nos filles est historienne. Bon, alors elle sait que son père et sa mère sont passionnés par la nutrition, ça veut dire que de temps en temps, allô papa, est-ce que tu sais? Bon, évidemment, elle m'apprend quelque chose que je ne sais pas, parce que moi, tout ce que je sais, je le dis à mes enfants, bien sûr. Bon, non, c'est quoi ton histoire? Dis-moi. Alors, elle me dit, ben voilà, il y a un conte hongrois ou tchécoslovaque, je ne sais plus dans quel pays, là-bas. Moi, je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Perrault, vous savez, d'un conte d'Andersen, d'un conte sympa. Non, le mari de la comtesse. Ouais, ça, c'est autre chose, hein. Et alors, elle me dit, papa, figure-toi que le mari de la comtesse, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. En général, il y a une dame qui dit comment il a fait celui-là. Bon. Alors, on lui demande l'âge, puis comment il a fait. Papa, il prenait des pois chiches al dente. Ça veut dire quoi? Al dente, ça veut dire que c'est des pois chiches que vous mettez sur le cuit-vapeur 4 minutes, à peine. Ils vont être craquants, croquants, comme des noisettes. Vous allez arroser ça d'huile d'olive. Vous allez y mettre un peu de menthe, un peu de persil. Et c'est la totale. Dans 8 jours, à Albertville, il n'y a plus un pois chiche à vendre. Alors les messieurs à la sortie me demandent combien j'en prends. Alors je vous le dis très honnêtement, 2
bonne poignée. Et si en plus vous les faites germer, c'est la totale. Seulement, il faut une poignée pour madame. Pourquoi? Parce que les phytohormones qui sont dans les pois chiches al dente, ils vont stimuler chez madame les ovaires et chez messieurs les testicules. C'est fini le divorce. Absolument formidable. Voyez? Donc ça, c'est extrêmement utile. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est retenu par les hommes. Question suivante.